Au dîner de Noël, ma mère m'a traité de radin. Elle riait, pensant avoir gagné. Je me suis levé, lui ai coupé les vivres et suis parti la tête haute, laissant tout le monde stupéfait. Personne ne l'avait vu venir. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 34 ans, et je pensais que le dîner de Noël serait enfin l'occasion de me sentir à nouveau proche de ma famille. Le sapin était illuminé, la table mise, le vin servi, et pendant un instant, j'ai cru que peut-être, cette année serait différente. Mais lorsque ma mère a regardé de l'autre côté de la table, son sourire aussi tranchant que du verre, et a prononcé des mots qui ont réduit toute la pièce au silence, tout ce que je pensais savoir sur l'amour, la loyauté et la famille s'est brisé en un instant. Avez-vous déjà été pris au dépourvu à l'endroit même où vous vous attendiez à être en sécurité? Restez avec moi, car ce qui s'est passé à cette table de fête est quelque chose que vous n'oublierez pas. J'étais debout devant les baies vitrées de Montpentouse dans le 16e arrondissement, la ville de Paris s'étalant sous moi comme un océan de lumière. La capitale scintillait de l'éclat des fêtes, des taxis klaxonnaient au loin, et la faible lueur des décorations de Noël s'accrochait encore aux immeubles haussmanniens de l'autre côté de la Seine. Rien de tout cela ne me réconfortait. Mon reflet me fixait depuis la vitre, une femme de 34 ans qui aurait dû se sentir fière, pourtant tout ce que je ressentais était un vide point. Quelques heures plus tôt, j'étais assise à une longue table entourée de ma famille, la lueur des bougies vacillant sur les verres polis, l'odeur de dinde rôtie et de cannelle dans l'air. C'était censé être une célébration, une fête remplie de chaleur et de gratitude. Au lieu de cela, c'est devenu la nuit où ma mère, Marguerite, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui m'ont brûlé la poitrine, « Tu n'es rien d'autre que mesquine ». Le son de cette phrase se rejouait dans mon esprit comme un écho cruel. J'ai pressé une main contre la vitre froide, essayant de calmer ma respiration. Comment avait-elle pu dire ça, après tout ce que j'avais fait pour elle, pour eux tous? Ma mâchoire s'est serrée et j'ai senti mes ongles s'enfoncer légèrement dans ma paume. Je portais ma famille sur mes épaules depuis des années, payant leurs prêts immobiliers, couvrant leurs factures, les protégeant des soucis qui auraient dû être les leurs. Et pourtant, devant les cousins et les voisins, elle avait décidé de m'humilier. J'ai quitté la table ce soir-là sans élever la voix, sans larmes, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est fissuré. Le silence qui a suivi ces paroles avait été pire que des cris. Les fourchettes s'étaient figées en l'air, les conversations s'étaient arrêtées, même la musique de Noël qui jouait doucement en fond sonore semblait s'être évanouie. Tous les yeux s'étaient tournés vers moi, attendant que je m'effondre ou que je riposte. Au lieu de ça, j'ai repoussé ma chaise, mes talons claquant contre le parquet alors que je me tenais droite. Ici, dans Montpentouse, la ville continuait de bouger, mais je me sentais coincé, cloué par ces mots, mesquine. Toute ma vie, j'avais travaillé pour prouver le contraire, depuis mon premier salaire gagné en servant des tables à l'université jusqu'aux longues nuits passées à bâtir mon entreprise, l'Unipaix, à partir de rien. J'avais lutté pour une vie loin d'être mesquine. J'avais sacrifié le sommeil, les amitiés et même des parties de moi-même juste pour en arriver là. Le souvenir de son visage alors qu'elle le disait ne me quittait pas. Marguerite, avec sa coiffure soignée, la robe bleu marine qu'elle portait toujours pour les grandes occasions, le sourire crispé qui atteignait rarement ses yeux. Elle avait ri, vraiment ri, comme si ce qu'elle avait dit était spirituel. Je me souvenais d'Émilie, mal à l'aise à côté d'elle, de Daniel fixant son assiette, de mon père, Thomas, se frottant l'arête du nez. Personne n'avait pris ma défense. Pas une seule personne ne lui avait dit d'arrêter. Je me suis détourné de la fenêtre et je me suis affalé sur le canapé en cuir, le bourdonnement de la ville étouffé par le double vitrage. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de faiblesse, mais d'une colère qui montait à la surface. Je n'avais pas pleuré depuis que j'avais quitté ce restaurant, mais la douleur était juste derrière mes yeux. Pendant des années, j'avais gardé leur secret, virant discrètement des milliers d'euros chaque mois pour qu'ils puissent garder la maison à Orléans, pour qu'ils puissent conduire leur voiture, pour que ma mère puisse obtenir les soins dentaires dont elle avait besoin, pour qu'ils puissent faire ce voyage d'anniversaire sans souci. J'avais fait tout cela par amour. Pourtant, elle s'était tenue là ce soir, devant Nathalie d'un accent grave côté, devant l'oncle Pierre et la tante Jeanne, devant les collègues d'Émilie qui étaient venus, et m'avaient traité de mesquine, comme si je n'étais rien de plus qu'une fille gâtée essayant d'acheter de l'affection. Je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux, le doux ronronnement de mon système de chauffage remplissant le silence. Ce n'était pas seulement l'insulte, c'était les années de dédain, la façon dont chaque succès que j'obtenais était transformé en quelque chose de honteux à ses yeux. Si je conduisais une Tesla, c'était trop tard. Accent grave l'œil. Si j'achetais un Pentouse, c'était du gaspillage. Si j'étais reconnu dans le magazine Challenge, ce n'était rien d'autre qu'un coup de pub. Et maintenant,
Même la générosité avait été tordue en quelque chose de les points. Les lumières de Noël que j'avais installées dans mon propre salon clignotaient doucement, leurs reflets se dispersant sur la table basse en verre. Elles auraient dû m'apporter la paix, mais au lieu de cela, elles me rappelaient les décorations de ce dîner, la manière soignée dont le restaurant avait décoré la salle avec des guirlandes et des rubans. La beauté ne signifiait rien quand le poison imprégnait les mots à table. J'ai essayé d'imaginer la soirée sans sa voix, les rires que nous aurions pu partager, les histoires que Daniel était prêt à raconter, les élèves d'Émilie dont elle voulait parler, le tintement des verres alors que nous portions un toast à la saison. Tout cela avait été volé par un seul instant de cruauté. Je me suis levé du canapé et j'ai traversé lentement le parquet poli, mes pieds nus frais contre la surface. Mon téléphone était sur le comptoir, silencieux maintenant, mais plus tôt, il avait vibré d'appels manqués, Émilie, puis Thomas, et même Marguerite elle-même. Je les avais laissés sonner. Je n'étais pas prête à entendre des excuses ou des apologies vides. Et la Rolex était toujours dans mon sac, intacte depuis que je l'avais remise dans son écrin de velours. 15 000 € destinés à montrer ma gratitude, à combler un fossé, maintenant réduit à un symbole douloureux du peu de valeur qu'elle m'accordait. J'ai imaginé son visage en l'ouvrant, cette brève lueur de surprise suivie d'un rire. Mon cadeau ne l'avait pas adouci, il lui avait donné une scène mesquine. Les mots me griffaient la poitrine, encore et encore. Je me suis murmuré que ce n'était pas vrai, que ma valeur n'était pas à elle de la définir. Mais la douleur restait. Dehors, une légère neige avait commencé à tomber, poudrant les toits et transformant la ville en quelque chose de plus doux. J'ai appuyé mon front contre la fenêtre, regardant les flocons tourbillonner sous les lampadaires. Quelque part en bas, des couples marchaient bras dessus bras dessous, des enfants tiraient leurs parents avec excitation, des chanteurs de Noël chantaient au coin des rues. La ville gardait son rythme, indifférente à la fête brisée d'une femme. J'ai inspiré profondément, essayant de rassembler mes forces. J'avais pris des décisions à cette table de dîner qui changeraient tout. Partir n'était pas la fin, c'était seulement le début. Et alors que la neige tombait plus fort, brouillant la ligne d'horizon, j'ai su que j'avais finalement atteint le point de non-retour. Quand je repense à l'origine de tout cela, mon esprit dérive toujours vers le petit pavillon dans une rue calme d'Orléans. Il avait un crépi beige que mon père, Thomas, retouchait sans cesse avec un pinceau, et une pelouse qui ressemblait à un tapis parce qu'il la tondait chaque samedi sans faute. Tout dans cette maison était ordinaire, mais pour moi, c'est devenu la scène où j'ai appris pour la première fois la division nette entre ce qui était loué et ce qui était condamné. Mon père travaillait comme comptable pour une petite entreprise locale. Il aimait les bilans plus que la plupart des gens n'aiment les films, et sa plus grande joie semblait être de me montrer comment un centime économisé pouvait devenir un euro gagné. Il gardait un bocal de pièces sur le comptoir de la cuisine, non pas pour les dépenser, mais pour enseigner. Il le vidait, alignait les pièces, et me faisait m'entraîner à les additionner jusqu'à ce que j'en ai presque les larmes aux yeux. Pour lui, c'était de la discipline, pour moi, cela ressemblait à une cache. Et ma mère, Marguerite, était différente. Elle était institutrice en CE2 à l'école primaire juste au bout de la rue. Elle connaissait tous les parents, tous les voisins, et elle se souciait beaucoup de la façon dont les gens nous voyaient. Marguerite se lissait toujours les cheveux avant d'aller à l'église, repassait ses robes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul pli, et elle attendait d'Émilie et de moi que nous reflétions cette même image. Le problème, c'est qu'Émilie correspondait parfaitement au moule, alors que moi, je n'y suis jamais parvenu. Émilie avait 3 ans de moins que moi, calme, obéissante, toujours désireuse de plaire. Elle s'asseyait à table avec ses devoirs bien étalés, ne défiait jamais l'autorité et souriait quand ma mère complimentait ses bonnes manières. Moi, en revanche, je posais trop de questions. Je voulais des vêtements qui ressemblaient à ceux que portaient les filles plus âgées, je voulais aller dans des endroits que ma mère jugeait inutiles, et j'avais une bouche qui me mettait souvent dans le pétrin. Le favoritisme n'était pas caché. C'était évident dans la façon dont Marguerite rayonnait quand Émilie ramenait un dessin de l'école et le collait fièrement sur le frigo, tandis que mes projets de science étaient balayés d'un revers de main. C'était dans la façon dont elle disait aux parents à la Toussaint qu'Émilie était son petit ange, tout en me décrivant comme indépendante avec un hochement de tête qui portait plus de désapprobation que de fierté. Une nuit au lycée a rendu ce déséquilibre limpide. Le bal d'hiver approchait, et toutes les filles de ma classe en parlaient avec effervescence. J'avais repéré une robe dans une petite boutique du centre-ville, une pièce en satin vert foncé qui me faisait me sentir adulte rien qu'en la regardant. J'avais travaillé les week-ends à faire du babysitting pendant des mois et j'avais économisé assez pour couvrir la moitié du coût. Je pensais que si je montrais à ma mère à quel point j'étais sérieuse, elle accepterait peut-être de payer le reste. Je me souviens d'être debout dans la cuisine ce soir-là, l'odeur de soupe à la tomate persistant après le dîner, tenant le catalogue de robes dans mes mains. Marguerite rinçait la vaisselle, le dos droit,
les cheveux tirés en chignon. Je lui ai parlé du bal, je lui ai montré la robe, j'ai expliqué que j'avais économisé mon argent. Elle n'a même pas regardé la photo. Amélie, dit-elle sèchement, tu n'as pas besoin d'une robe comme ça. Tu en as une très bien de l'année dernière. Mais maman, ai-je argumenté, elle est trop petite maintenant, et celle-ci est classique. J'ai déjà économisé 100 €, il ne me manque que 75 de plus. Ses yeux se sont posés sur moi, vifs et froids. Et ma chambre d'étudiante était minuscule et le matelas fin, mais pour moi, c'était un palais. Pour la première fois de ma vie, j'étais jugé non pas à l'aune de ma mère, mais par mon propre travail. Je me suis plongé dans l'économie et l'informatique, des matières qui illuminaient mon esprit comme rien ne l'avait jamais fait au lycée. J'étudiais jusqu'à ce que ma vue se brouille, je travaillais à temps partiel à la bibliothèque et je refusais de laisser passer un seul euro sans le comptabiliser. Ces années m'ont appris la résilience. J'étais celle qui avait besoin d'être disciplinée, contenue, constamment rappelée aux limites. Émilie était l'enfant qui méritait l'affection, j'étais celle qui méritait les sermons. Mon père n'est pas intervenu. Il m'a simplement rappelé plus tard cette semaine-là les intérêts composés, disant que garder les 100 € à la banque était plus sage que de les gaspiller pour une robe. Il pensait m'apprendre à être intelligente, mais cela ne faisait que me sentir petite. Même maintenant, des décennies plus tard, debout dans le luxe de ma propre maison, la piqûre de cette nuit persiste. Je peux encore voir le regard dédaigneux de ma mère, entendre sa voix alors qu'elle louait Émilie tout en me refusant cela. Cette blessure ne s'est jamais vraiment refermée, et elle a façonné le feu qui m'a poussé à prouver que j'étais plus que la fille dans la robe trop serrée de l'année dernière. Je me suis rassise sur le canapé et j'ai laissé les souvenirs m'envahir, l'un après l'autre, chacun me rappelant pourquoi les mots qu'elle a prononcés à Noël m'avaient si profondément blessé. Ils n'étaient pas nouveaux, ils étaient simplement l'écho le plus fort d'une vérité qu'elle me disait depuis toujours. Et en fixant les lumières clignotantes de mon propre sapin de Noël, j'ai réalisé que ces premières leçons de favoritisme et de frugalité avaient jeté les bases de tout ce qui a suivi. À un moment où j'ai eu 18 ans, je savais que la seule façon d'avancer était de partir. J'avais passé des années à faire mes preuves dans les salles de classe, penché sur les manuels scolaires tandis que le monde à l'extérieur d'Orléans semblait incroyablement lointain. Quand l'enveloppe de HEC Paris est arrivée avec le mot bourse imprimé en haut, je l'ai serré contre ma poitrine et j'ai pleuré dans l'intimité de ma chambre. Cela signifiait la liberté, un billet pour m'éloigner des comparaisons constantes, des leçons sur le gaspillage, des compétitions silencieuses avec Émilie que je n'avais jamais demandé. Quitter la maison cet automne-là, c'était comme poser le pied sur une autre planète. Le campus de Jouy-en-Josas était plein de vie, bourdonnant d'étudiants venus de tous les coins du pays. Elle n'envisagerait même pas de m'aider à acheter une robe pour laquelle j'étais prête à mettre mes propres économies, mais pour Émilie, elle a ouvert son portefeuille sans hésitation. Je me suis retourné et j'ai couru dans ma chambre, le catalogue froissé dans ma main, les larmes brouillant les lignes de la robe de satin dont j'avais rêvé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre qu'aux yeux de ma mère, j'étais différente, pas la fille qu'elle voulait mettre en avant, pas celle qu'elle défendrait. Et la plupart de mes camarades de classe parlaient d'emploi en entreprise, de salaire sûr, de carrière bordée de promotion. J'aurais pu suivre cette voie, mais quelque chose d'agité en moi voulait plus. J'ai chargé ma vieille Renault Clio avec tout ce que je possédais, ce qui tenait facilement sur la banquette arrière, et j'ai conduit vers le nord jusqu'à ce que les autoroutes cèdent la place à la silhouette de Paris. J'avais 1000 € sur mon compte courant et plus de détermination que de bon sens. Paris s'en fichait. Elle m'a avalé tout entière dès mon arrivée. Le premier appartement que j'ai partagé était une boîte à chaussures à Montreuil avec 2 autres femmes, l'une étudiant la mode et l'autre servant dans un bistrot en poursuivant des auditions de théâtre. Ma part du loyer prenait la majeure partie de ce qu'il me restait, alors je vivais de sandwichs jambon beurre et de croissants. La nuit, je m'allongeais sur un matelas pneumatique qui s'affaissait au milieu et je me murmurais des promesses que ce ne serait pas toujours comme ça. J'ai jonglé avec 3 emplois pendant ces premiers mois. Le jour, je répondais au téléphone dans un bureau de finance, prétendant comprendre le jargon utilisé par des hommes en costume. Le soir, je servais dans un bistrot près du boulevard Voltaire, mes pieds endoloris alors que je portais des plateaux plus lourds que moi. Les week-ends, je donnais des cours particuliers de maths et de français à des lycéens, juste pour garder de l'argent dans ma poche. Chaque heure où je ne travaillais pas, j'esquissais des idées pour quelque chose de plus grand. La technologie me fascinait. Je voyais comment les applications changeaient la façon dont les gens commandaient de la nourriture ou hélaient un taxi, et je me demandais pourquoi la gestion de l'argent semblait toujours coincée dans le passé. J'ai imaginé une plateforme où les familles ordinaires pourraient suivre leurs dépenses, fixer des objectifs d'épargne et prendre des décisions plus intelligentes sans payer des frais bancaires exorbitants. Je l'ai appelé l'Umipay,
griffonnant le nom sur des serviettes en papier et au dos de reçu lorsque l'inspiration me venait point et la première année m'a presque brisé. J'ai passé de longues nuits à la bibliothèque publique à m'auto-former aux bases du codage, puis j'ai supplié quiconque je rencontrais lors d'événements de réseautage de jeter un œil à mon prototype. La plupart m'ont éconduite avec des sourires polis, certains m'ont dit carrément que je perdais mon temps. J'ai atteint le plafond de ma carte de crédit juste pour payer l'espace serveur et je m'inquiétais constamment qu'un seul paiement manqué ne me fasse couler avant même d'avoir commencé. Il y a eu des jours où j'ai pensé à tout laisser tomber et à rentrer à la maison. Mais alors, j'imaginais le visage de ma mère, j'entendais sa voix me traiter de gaspilleuse, et la pensée de retourner à ce jugement me poussait plus fort. J'y travaillais 20 heures par jour, nourri de nouilles instantanées et de café amer. Mes colocataires se plaignaient que je ne dormais jamais, que la lueur de mon ordinateur portable était la dernière chose qu'elles voyaient avant de s'endormir et la première à leur réveil. Puis, un jeudi pluvieux de fin de printemps, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Une petite caisse de crédit à Vincennes avait entendu parler de mon application par un ami d'un ami. Il voulait une réunion. Je me suis présenté dans un blazer froissé et des chaussures qui me serraient les pieds, serrant une présentation que j'avais imprimée dans un café ouvert 24h24. Mes mains tremblaient pendant que je parlais, mais pour la première fois, quelqu'un écoutait. Ils posaient des questions, de vraies questions, et à la fin, ils ont accepté de piloter l'UMIP avec quelques centaines de leurs clients. Quand je suis sorti de ce bureau, la pluie a trempé mes cheveux et mon blazer s'est collé à ma peau, mais je m'en fichais. J'avais un contrat dans mon sac et une chance de respirer. Cet accord ne m'a pas rendu riche, loin de là, mais il a maintenu les lumières allumées. Il a maintenu mes serveurs en marche. Il m'a donné une raison de croire que je n'étais pas folle de poursuivre ce rêve. Je suis rentré chez moi ce soir-là, dans le petit appartement de Montreuil, j'ai laissé tomber mon sac par terre et je me suis assise sur le bord de mon matelas pneumatique, les larmes coulant sur mon visage. Pas parce que j'étais vaincu, mais parce que pour la première fois depuis des mois, je ressentais de l'espoir. L'UMIP n'était pas mort, il était vivant, fragile mais vivant. Ce premier contrat ne serait pas le dernier, mais c'est celui qui m'a convaincu que je pouvais survivre à Paris. C'était le fil qui m'a tiré en avant à travers tous les autres obstacles. Et assise là, dans la faible lumière de ce minuscule appartement, je me suis promis de ne plus jamais laisser personne me faire sentir petite. En quelques années, l'UMIP est passé d'une idée fragile à une entreprise qui avait un bureau à Lyon, un autre à Marseille, et plus de 80 employés qui attendaient mes directives. La fille qui vivait autrefois de sandwichs à bas prix et partageait un matelas pneumatique affaissé était devenue une PDG, entrant dans des salles de conseil, négociant des contrats et parlant à des conférences dont les billets coûtaient plus que mon premier mois de loyer à Paris. Quand Challenge m'a ajouté à leur liste des 30 de moins de 30 ans, j'ai tenu le magazine dans mes mains et j'ai fixé la page jusqu'à ce que l'impression se brouille. C'était le genre de reconnaissance qui aurait dû rendre mes parents fiers, le genre de titre qu'ils auraient pu montrer à leurs voisins. Pour moi, c'était la preuve que toutes les nuits d'épuisement et de doute en avaient valu la peine. Pour eux, c'est devenu tout autre chose. Un week-end, j'ai pris l'avion pour Orléans pour une visite familiale. La maison avait l'air la même, le crépi beige se décolorant avec le temps, la pelouse taillée à la perfection. Mon père, Thomas, m'a accueilli avec son hochement de tête constant et une chaleureuse poignée de main, mais ma mère, Marguerite, semblait plus préoccupée par le fait que mes talons pourraient érafler ses sols propres. Émilie était déjà arrivée avec son sourire facile et ses histoires de classe. Daniel dessinait quelque chose dans un coin, perdu dans son propre monde. À eu dîner, une des voisines est passée pour apporter des biscuits. Elle avait vu l'article dans Challenge et ne pouvait s'empêcher d'en parler. Elle m'a souri et a dit à quel point c'était impressionnant de voir quelqu'un de notre quartier faire la une nationale. Mes joues ont rougi de gratitude, mais avant que je puisse répondre, Marguerite a laissé échapper un rire qui a tranché comme une lame. « Oh, ce magazine, dit-elle, toujours à la recherche d'histoires. » À accent grave l'œil. C'est juste pour la frime. Amélie est douée pour la publicité, c'est tout. Je suis resté assise là, figée, un sourire poli collé sur mon visage tandis qu'à l'intérieur, quelque chose se tordait. La voisine a eu l'air mal à l'aise, a déplacé son assiette et a rapidement changé de sujet. Mon père s'est raclé la gorge et a passé le sel. Personne n'a contesté Marguerite. Personne ne l'a jamais fait. J'ai essayé de l'ignorer, me disant qu'elle ne le pensait peut-être pas comme ça sonnait. Mais le schéma s'est répété chaque fois que quelqu'un mentionnait mon succès. Marguerite trouvait un moyen de le dénigrer. Elle disait aux parents que la presse ne se souciait que de l'argent, que des entreprises comme la mienne allaient et venaient comme des modes. Pour elle, je n'étais pas une fille qui avait bâti quelque chose contre vent et marée, j'étais une fille qui dépensait trop,
qui visait trop haut et qui devait être rabaissé. Et la distance entre nous s'est creusée. Les appels téléphoniques sont devenus plus courts, les visites à la maison me laissaient épuisé. Même lorsque j'essayais de partager une joie sincère, comme la signature d'un accord avec une grande banque ou le déménagement dans un meilleur bureau, elle pinçait les lèvres et disait des choses comme « J'espère que tu en mets un peu de côté » ou « Ça a l'air extravagant ». C'était comme si chaque jalon ne faisait que prouver son point de vue, j'étais irresponsable. Le moment le plus difficile est survenu un après-midi d'été, lorsque je me suis arrêté à une kermesse de l'église en ville. Marguerite discutait avec un groupe de ses amis près des tables de pâtisserie. Je me suis approché derrière elle juste au moment où l'une des femmes a dit à quel point elle devait se sentir chanceuse d'avoir une fille aussi brillante. J'attendais le sourire, le hochement de tête, les mots de fierté. A eu lieu de cela, j'ai entendu ma mère rire, bas et sec. Amélie dépense l'argent comme si c'était de l'eau. Elle n'a aucun sens des limites. J'ai peur qu'elle s'y noie un jour. Je suis resté figé sur place, le bruit des enfants jouant sur le parking s'estompant dans le silence de mes oreilles. Ses amis ont gloussé poliment, et l'une d'elles m'a aperçu. Leurs sourires ont vacillé. Marguerite s'est retournée, son visage se raidissant lorsqu'elle a réalisé que j'avais entendu. Je me suis forcé à sourire et je me suis dirigé vers les tables, faisant semblant de regarder les tartes. À l'intérieur, je brûlais. Ce n'était pas seulement un dédain, c'était une trahison. Devant ses amis, elle avait dépouillé tout ce pour quoi j'avais travaillé, me réduisant à une dépensière insouciante, quelqu'un sur qui on pouvait médire au lieu de respecter. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond, écoutant le grincement familier de la vieille maison, et j'ai senti le gouffre entre nous s'élargir. Mon succès avait construit des murs au lieu de ponts. Je voulais sa fierté, ce que j'ai obtenu, c'est son mépris. Et le pire, c'était de réaliser que, peu importe à quelle hauteur je grimpais, Marguerite ne me verrait jamais comme autre chose que la fille demandant une robe verte qu'elle disait que je n'avais pas besoin. L'ironie de tout cela, c'est que pendant que ma mère me traitait d'imprudente, j'étais celle qui maintenait discrètement leur monde à flot. Pendant 4 années consécutives, j'avais viré 5 000 € sur leur compte chaque mois. Cet argent couvrait le prêt immobilier de la maison d'Orléans, les impôts fonciers qui semblaient augmenter chaque année, les primes d'assurance, les paiements de leur voiture, et même les factures médicales imprévues qui les auraient enterrées autrement. Quand leur toit a fui après une tempête, j'ai payé l'entrepreneur. Quand les médicaments pour l'hypertension de mon père étaient trop chers, j'ai couvert la facture de la pharmacie. Quand leur anniversaire est arrivé, je leur ai réservé une croisière dans les Caraïbes, en leur disant que c'était un cadeau d'une promotion de voyage pour qu'ils ne discutent pas. Il ne s'agissait jamais de l'argent lui-même, il s'agissait d'amour, de vouloir qu'ils aient la paix dans leurs dernières années. Je me souvenais de ce que c'était de grandir dans une maison où chaque euro était scruté, où l'indulgence était un gros mot. Je pensais que si je portais leur fardeau, ils verraient peut-être enfin que tout mon travail acharné signifiait quelque chose de bon pour eux aussi. Mon père en connaissait des bribes. Parfois, il me jetait un coup d'œil quand un nouvel appareil électroménager apparaissait dans la cuisine ou quand la facture d'impôt arrivait sans panique dans ses yeux. Il hochait légèrement la tête, presque comme pour dire merci, mais il ne prononçait jamais les mots. Marguerite agissait comme si tout venait de leur discipline et de leurs économies. Elle se vantait auprès de ses amis de la façon dont elle et Thomas géraient si sagement leur retraite, comment vivre selon leurs moyens les avait maintenus en sécurité. À eu début, j'ai laissé faire. La fierté était compliquée, et si faire semblant la faisait se sentir forte, je pouvais le permettre. Mais au fil des ans, le silence a commencé à peser plus lourd. Je m'asseyais dans des réunions, négociant des contrats valant des millions, puis je rentrais à la maison le week-end et j'écoutais ma mère dire aux parents qu'Émilie était la fille dont elle n'avait jamais eu à s'inquiéter, celle qui savait vivre de manière responsable. L'implication flottait dans l'air comme un couteau, Amélie dépense, Émilie économise. Un après-midi d'automne, ma cousine Sophie m'a appelé à l'improviste. Elle avait croisé Marguerite à l'épicerie et pensait qu'elle devrait me prévenir. Ta mère racontait à tout le monde dans la file à quel point elle est fière d'Émilie, dit Sophie, sa voix hésitante. Elle a dit qu'Émilie est le vrai succès de la famille, vivant modestement, pas comme toi avec tes manières de grande ville. Les mots m'ont piqué si vivement que j'ai dû m'asseoir à mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre les toits de Paris, la ville que j'avais conquise à la sueur de mon front, et je me suis senti comme si j'avais de nouveau 16 ans, demandant cette robe verte. J'ai eu envie de crier que pendant qu'on louait Émilie pour sa modestie, c'était mes chèques qui maintenaient le toit au-dessus de leur tête. Ce soir-là, j'ai ouvert le tableur où je suivais chaque virement. 240 000 € sur 4 ans. Cela me fixait en noir et blanc. Les chiffres ne mentent pas, mais les gens si.
Les histoires de Marguerite effaçaient mon sacrifice et me peignaient comme une femme qui jetait l'argent par les fenêtres. J'ai essayé de parler à mon père un soir, quand il a appelé pour demander comment allaient les affaires. Papa, dis-je doucement, penses-tu que maman apprécierait de savoir tout ce que je fais pour vous deux? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, puis sa voix basse, ta mère croit ce qu'elle croit, Amélie. C'est plus facile de ne pas discuter. C'était donc ça. Il en savait assez pour comprendre, mais pas assez pour lui tenir tête. J'ai raccroché avec une boule dans la gorge. J'ai repensé aux fois où j'avais payé leur visite chez le dentiste, au mois où Daniel avait du mal avec ses contrats d'art et où j'avais discrètement couvert ses prêts étudiants aussi, à la façon dont Émilie ne demandait jamais comment nos parents réussissaient à garder la maison même si elle les entendait se plaindre des dépenses. Personne ne demandait. Ils voulaient tous le confort sans la vérité. Lors d'une Toussaint, Marguerite s'est assise à table, entourée de parents, et a loué Émilie pour avoir apporté des tartes faites maison, tout en glissant une autre pique à mon sujet. Amélie passe sa vie dans les aéroports et les restaurants, dit-elle avec un mince sourire. Émilie est celle qui garde les pieds sur terre. J'ai siroté mon vin en silence, ravalant la vérité que la dinde même qu'il mangeait avait été achetée avec une carte de supermarché que j'avais rechargée pour mes parents la semaine précédente. Le silence dans cette pièce était suffocant. Dès le retour à Paris, je me suis jeté encore plus fort dans le travail, me disant qu'un jour la vérité compterait. Mais au fond de moi, je savais qu'elle comptait déjà. La vérité, c'est que ma générosité était devenue invisible, cachée sous la fierté et la langue acérée de Marguerite. Le téléphone a sonné tard un soir. C'était Émilie, sa voix pétillante d'excitation. Maman se vantait de moi à l'église aujourd'hui, dit-elle. Mon cœur s'est soulevé une fraction de seconde, jusqu'à ce qu'Émilie continue, elle a dit à tout le monde que je suis sa vraie fierté, celle qui comprend ce que signifie vivre selon ses moyens. Elle a dit que tu n'as pas de limite, que l'argent te file entre les doigts. J'ai remercié Émilie de me l'avoir dit et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse entendre ma voix trembler. Assise là, dans mon pantouse, avec la ville bourdonnante en dessous, j'ai senti cette vieille blessure se rouvrir en grand. J'avais bâti un empire, j'avais porté ma famille, et pourtant, pour ma propre mère, je n'étais rien de plus qu'une femme qui n'avait jamais appris à arrêter de dépenser. Le silence de cette pièce s'est abattu sur moi, comme pour dire que ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était une question d'amour refusé, de gratitude retenue, et la douloureuse prise de conscience qu'aucun sacrifice ne pourrait acheter l'approbation que je poursuivais depuis toute ma vie. Je voulais finir cette année différemment. Noël approchait et, au lieu de l'amertume, je me suis dit que je créerais un moment qui pourrait enfin guérir la distance. J'ai réservé une table privée à la Tour d'Argent à Paris, l'un de mes restaurants préférés, où la nourriture est un art et l'atmosphère chaleureuse sans être prétentieuse. Je nous imaginais ensemble sous une lumière douce, la pièce remplie de l'odeur de pain et de cannelle, le son des verres qui tintent au lieu de mots tranchants. J'avais soigneusement planifié le cadeau. Des mois plus tôt, j'avais choisi une Rolex submarinée, en acier inoxydable avec un cadran noir, élégante mais solide. Elle avait coûté 15 000 €, et quand j'ai passé ma carte sur le comptoir, je n'ai pas pensé au prix. J'ai pensé au visage de ma mère, à la façon dont je voulais qu'elle sente le poids de ma gratitude. Il ne s'agissait pas de frimer, il s'agissait de dire merci pour les années où elle m'a élevé, même quand nous ne nous comprenions pas. Je voulais qu'elle voie que chaque sacrifice qu'elle avait fait m'avait mené ici, et que je pouvais l'honorer avec quelque chose de durable. En emballant la boîte dans du papier vert foncé, noué d'un ruban argenté, je me suis permis de croire qu'elle pourrait enfin sourire avec fierté. Je pouvais presque l'entendre dire plus tard à ses amis que sa fille s'était souvenue d'elle d'une manière si attentionnée. Quelques jours avant Noël, mon père a appelé. Sa voix était calme comme toujours, mais il y avait une hésitation dans la façon dont il s'est raclé la gorge. « Amélie, dit-il, ta mère est nerveuse à propos de ce restaurant. Elle a regardé en ligne. Elle a vu les prix. » Je me suis adossé à ma chaise, fixant la ligne d'horizon à l'extérieur de la fenêtre de mon bureau. « Papa, c'est Noël. Il ne s'agit pas des prix, il s'agit de célébrer. Je peux me le permettre. Je veux ça. » Il a fait une pause, puis a dit à voix basse, « Elle pense que c'est trop. » J'ai fermé les yeux, ravalant ma frustration. Trop. Tout était toujours trop pour Marguerite. Mais j'ai adouci mon ton et je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que j'avais tout prévu. Nous avons terminé l'appel poliment, mais le malaise s'est installé dans ma poitrine comme une pierre. Le lendemain soir, j'ai eu ma réponse plus clairement. Je m'étais arrêté dans un café près de mon bureau et je payais mon café quand j'ai remarqué Émilie assise à quelques tables de là, son téléphone collé à l'oreille. Elle ne m'avait pas vu.
J'ai capté le son de sa voix en passant et je me suis figé en entendant le nom de ma mère. Elle chuchotait, son ton conspirateur. Maman, je sais, je sais. Je la garderai à l'œil. Ne t'inquiète pas, je ne la laisserai pas tout ramener à sa frime. Laisse-la faire son truc, laisse-la dépenser. Tout le monde verra. Mon estomac s'est noué. Je me suis reculé derrière une colonne et j'ai écouté Émilie continuer. Oui maman, je comprends. Laisse-la juste faire son show. Nous serons polis. Puis après, les gens sauront qui elle est vraiment. Les mots ont frappé plus fort que prévu. Ce n'était donc pas seulement de la nervosité à propos du restaurant, c'était un plan. Marguerite avait déjà décidé de transformer mon cadeau en une performance, une scène où elle pourrait une fois de plus me présenter comme la fille extravagante qui avait besoin d'être remise à sa place. Émilie a raccroché et a rassemblé ses affaires, toujours inconsciente de ma présence à proximité. J'ai quitté le café avant qu'elle ne puisse me voir, mon café oublié sur le comptoir. Dehors, le vent d'hiver me cinglait le visage, mais je le sentais à peine. La voix de ma mère résonnait dans mon esprit, non pas parce que je l'entendais directement, mais parce que j'en avais entendu des versions toute ma vie, gaspilleuse, tape à accent grave-l'œil, irresponsable. J'ai arpenté les rues de Paris cette nuit-là, avec les lumières de Noël suspendues au-dessus de moi et l'odeur des marrons grillés flottant des vendeurs, mais je ne ressentais aucune joie. Je ne ressentais que le poids de cette boîte emballée qui attendait à la maison, le papier vert et le ruban argenté soudain lourd d'une attente qui pourrait ne jamais être satisfaite. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à annuler. Une partie de moi, cette petite fille espérant toujours une approbation, croyait que peut-être cette fois-ci serait différente. Peut-être que le repas, le cadre, le cadeau l'adoucirait. Peut-être qu'entourée de sa famille et de la chaleur de Noël, elle baisserait enfin sa garde. J'ai placé la Rolex dans mon placard, bien rangée derrière des pulls pliés, et je l'ai fixée pendant un long moment. Mon reflet dans la boîte brillante me regardait, interrogateur. Je me suis murmuré que même si elle la dénigrait, même si elle riait, je connaîtrais la vérité. Je saurais que mon cœur était au bon endroit. Alors que la ville à l'extérieur bourdonnait d'une joie festive. Je suis resté dans le silence de mon pantouse et je me suis demandé combien de temps encore je pourrais continuer à espérer quelque chose qui ne semblait jamais venir. Et la tour d'argent rayonnait de la chaleur des fêtes quand je suis arrivé tôt le soir de Noël. La salle à manger sentait le pain et les herbes rôties, des couronnes étaient accrochées au mur, et un sapin scintillait près de l'entrée avec des lumières blanches et des rubans rouges. Le personnel me connaissait de visites précédentes et m'a conduite à la table privée que j'avais réservée. Le long bois poli brillait à la lueur des bougies, les verres déjà placés, les serviettes pliées avec soin comme des origamis. J'ai glissé la petite boîte verte emballée dans mon sac à main et j'ai pris une profonde inspiration. Ce soir devait bien se passer. Un par un, les membres de ma famille sont arrivés. Daniel est venu le premier, son manteau un peu trop fin pour le froid mais son sourire large. Il m'a serré fort dans ses bras et a murmuré que l'endroit avait l'air incroyable. Émilie a suivi, lissant nerveusement sa robe sombre, ses yeux balayant les décorations comme si elle calculait le prix de chacune. Derrière elle, mes parents sont entrés ensemble, Thomas dans un costume qu'il portait rarement, Marguerite enveloppée dans son manteau bleu marine et ses perles, ses yeux scrutant la pièce avec une suspicion exercée. Les suivaient les Lemoine, des cousins qui ne manquaient jamais une fête, et enfin Nathalie, notre voisine d'Orléans, qui se trouvait être en ville pour rendre visite à sa sœur. Elle avait été invitée par Marguerite à la dernière minute, ce que j'ai réalisé avec un pincement au cœur. J'ai accueilli tout le monde avec des sourires, les dirigeant vers leur siège. J'avais soigneusement choisi la disposition, plaçant Marguerite en bout de table avec Thomas à ses côtés, Émilie et Daniel en face, et moi à l'autre bout pour pouvoir voir tous leurs visages. Nathalie et les Lemoine ont rempli les chaises restantes, bavardant sur la ville, le froid, la beauté de la salle à manger. Alors que nous nous installions, j'ai levé mon verre et j'ai souhaité à tout le monde un joyeux Noël, ma voix stable bien que mon cœur battait la chamade. Daniel a applaudi légèrement et a plaisanté sur le fait de commander tout le menu. Émilie a souri faiblement et a attrapé la corbeille à pain. Mon père a simplement ajusté sa serviette, son silence disant ce qu'il ne disait pas. Les menus ont été distribués. J'avais choisi la tour d'argent précisément pour son mélange de confort et de raffinement, mais je savais que les prix piqueraient Marguerite. Elle a ouvert le sien, son doigt manucuré traçant la page. Un lent sourire en coin s'est dessiné sur ses lèvres. Mon Dieu, marmonna-t-elle assez fort pour que toute la table l'entende, seul un imbécile paierait autant pour une dinde rôtie. Les mots ont pesé lourd, suivis d'une toux gênée de l'un des cousins. Nathalie a pincé les lèvres, ses yeux se posant sur les miens. J'ai forcé un sourire,
ignorant la rougeur qui me montait aux joues. Daniel a essayé d'alléger l'atmosphère. Allez maman, dit-il, c'est Noël. Si quelqu'un mérite de se faire plaisir un peu, c'est bien Amélie. Marguerite a refermé le menu d'un coup sec. Se faire plaisir est un mot. Gaspiller en est un autre. Ma poitrine s'est serrée. Je pouvais sentir le serveur planer à proximité, son sourire professionnel figé, attendant les commandes. J'ai rapidement posé des questions sur les spécialités, lui donnant quelque chose à faire pendant que j'essayais de me ressaisir. À l'intérieur, cependant, la vieille douleur me serrait les côtes. C'était toujours la même chose. Peu importe l'effort, peu importe l'intention, ma mère trouverait la faille. Émilie s'est raclé la gorge, sa voix douce. L'endroit est magnifique, Amélie. Merci de nous avoir invités. J'ai croisé son regard et j'ai hoché la tête, reconnaissante pour cette bouée de sauvetage. Mais Marguerite n'avait pas fini. Elle s'est adossée à sa chaise, inspectant la pièce avec une sorte de dédain, comme si chaque surface polie était la preuve de mon arrogance. Tout ça pour un seul dîner, dit-elle. Imaginez combien de mois de course cela pourrait acheter. La table est de nouveau tombée dans le silence. J'ai regardé les bougies vaciller, le sapin brillait dans le coin, la neige commençait à tomber à l'extérieur des larges fenêtres. Pendant un instant, j'ai voulu disparaître dans cette neige, sortir et respirer un air libre de ses pics. Mais je suis resté, parce que ce soir n'était pas seulement à propos de moi, c'était à propos de nous tous, de la création d'un souvenir qui pourrait s'élever au-dessus du passé. Le serveur est revenu et nous avons passé nos commandes. Marguerite a choisi le plat de poulet le plus simple du menu, en s'assurant d'annoncer qu'il était au moins à un prix raisonnable. Thomas a commandé discrètement, Daniel a choisi le canard avec un enthousiasme évident, tandis qu'Émilie a sélectionné le poisson, jetant toujours un coup d'œil aux chiffres sur la page. Les Lemoine ont commandé avec confiance, Nathalie avec une hésitation polie. Quand mon tour est venu, j'ai choisi un plat de saison sans hésiter, laissant ma voix calme masquer la tempête dans ma poitrine. Le vin a été versé, les verres levés. Pendant quelques minutes, la conversation s'est détendue. Daniel a raconté une histoire sur une exposition d'art à Belleville, faisant rire tout le monde. Émilie a décrit ses élèves luttant avec les examens d'hiver. Même mon père a ri à une blague d'un cousin sur les longues files d'attente à l'aéroport. Pour une brève étincelle de temps, la pièce a retrouvé sa chaleur. Mais en jetant un coup d'œil à Marguerite au bout de la table, la regardant siroter son vin avec ce sourire crispé, je savais que la soirée ne faisait que commencer à me mettre à l'épreuve. Le commentaire sur le menu n'était que le premier acte, la vraie performance, je le craignais, attendait encore. Le serveur est revenu avec des corbeilles de pain chaud et de petites assiettes de beurre, et la conversation autour de la table a repris timidement, comme si tout le monde avait peur de marcher sur des œufs. Daniel a essayé de combler le silence en racontant l'histoire d'un client qui voulait qu'il conçoive une fresque murale dans un café. Les cousins ont hoché la tête poliment, mais je pouvais sentir les yeux de Marguerite revenir vers moi, comme si elle attendait sa prochaine occasion. J'ai tartiné un morceau de pain, me forçant à mâcher lentement, prétendant que ma poitrine ne se serrait pas d'angoisse. Je connaissais ses habitudes. Elle ne frappait jamais d'un seul coup. Elle testait, attendait, puis appuyait plus fort. Et bien sûr, alors que le serveur débarrassait les premières assiettes, elle s'est légèrement penchée en avant, ses perles captant la lumière, son sourire trop acéré pour être bienveillant. Amélie a toujours eu un goût pour le dramatique, annonça-t-elle à la table, sa voix portant par-dessus le cliquetis de la vaisselle. Même enfant, elle voulait des choses plus grandes, plus brillantes, plus bruyantes. Je suppose que certaines personnes ne grandissent jamais. Les Lemoine se sont agités sur leur siège. Nathalie a pincé les lèvres et m'a lancé un regard qui disait qu'elle comprenait plus qu'elle ne le voulait. Émilie a baissé les yeux sur sa serviette, ses doigts pliant le coin du tissu comme s'il s'agissait de l'origami le plus délicat. Je me suis forcé à répondre calmement. Une partie de cette détermination m'a aidé à construire l'Umipaix, dis-je, me tournant vers les cousins et Nathalie. Nous sommes partis de rien et maintenant nous avons des bureaux dans 2 villes. Nous avons pu aider des milliers de familles à mieux gérer leur argent. Pour un bref instant, l'atmosphère s'est adoucie. Un des cousins a hoché la tête, impressionné. C'est vraiment incroyable, Amélie. Ça doit faire du bien de voir tout ce travail porter ses fruits. Mais le rire de Marguerite a brisé cette fragile approbation comme du verre se brisant sur du carrelage. Aider les familles, répéta-t-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme. Ne prétendons pas que la fintech n'est qu'une autre façon de presser de l'argent des gens qui n'y connaissent rien. On peut enrober ça de jolis mots, mais au final, c'est juste profiter des petites gens.
L'air autour de moi s'est refroidi. Ma fourchette planait inutilement au-dessus de mon assiette. Mon père s'est raclé la gorge comme s'il allait parler, puis a changé d'avis et a attrapé son verre d'eau à la place. Les joues d'Émilie ont rougi alors qu'elle baissait les yeux. Daniel s'est penché en avant, sa voix tendue. Ce n'est pas juste, maman. Tu ne sais même pas ce qu'elle fait. Marguerite a haussé les sourcils. Je n'ai pas besoin de connaître les détails pour voir la vérité. Tout ce que je vois, ce sont des gros titres et des dîners coûteux. Elle a fait un geste de la main vers la salle à manger décorée, vers le sapin scintillant dans le coin, les serveurs se déplaçant avec grâce entre les tables. Voilà ce qu'elle pense prouver sa valeur. J'ai serré les mains sous la table, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Je voulais me défendre, exposer chaque statistique, chaque histoire des mères célibataires qui avaient économisé assez grâce à l'UMIP pour acheter leur première voiture, des retraités qui réussissaient à vivre sans dette grâce aux outils que nous fournissions. Mais je pouvais déjà voir que rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Pourtant, j'ai essayé. Nous avons réduit les frais que les banques facturent depuis des années. Nous avons donné aux gens des outils auxquels ils n'avaient jamais eu accès auparavant. J'ai vu des clients rembourser leurs dettes et commencer à épargner pour la première fois. Ce n'est pas de l'exploitation, c'est de l'autonomisation. Marguerite a incliné la tête et a offert un lent sourire. Ou peut-être que c'est juste un moyen pratique de s'acheter des éloges pendant que tu continues à dépenser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le silence est retombé, lourd et suffocant. J'entendais le tintement des verres des autres tables, les rires étouffés d'étrangers profitant de leur dîner de Noël, et cela rendait le silence à la nôtre d'autant plus douloureux. Nathalie a finalement pris la parole, sa voix hésitante. Eh bien, je pense que c'est merveilleux qu'Amélie ait travaillé si dur. Peu de gens pourraient construire quelque chose à partir de rien comme ça. Marguerite a tourné son regard vers elle, poli mais tranchant. Travailler dur est une chose, jeter l'argent par les fenêtres en est une autre. J'ai fixé la bougie vacillante au centre de la table, me forçant à rester calme. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec l'effort de respirer régulièrement. Je me suis rappelé chaque leçon que j'avais apprise dans les salles de conseil, chaque fois que j'avais affronté un investisseur sceptique. Garde ta voix stable. Ne les laisse pas voir que tu es ébranlé. Alors, j'ai levé mon verre de vin, j'ai souri faiblement et j'ai dit, je suis fier de ce que j'ai construit, peu importe ce que quiconque dit. Émilie a levé les yeux vers moi, ses yeux larges et suppliants, comme si elle souhaitait pouvoir dissoudre la tension d'un mot. Thomas a enfin parlé, sa voix basse et lasse. Profitons juste du dîner. C'est Noël. Mais Marguerite n'allait pas en rester là. Elle a pris sa fourchette et l'a tapotée légèrement contre son assiette. Profiter du dîner, dit-elle. C'est facile quand quelqu'un d'autre paie la note. Les mots ont atterri avec une piqûre. La chaise de Daniel a gratté contre le sol alors qu'il se déplaçait, mal à l'aise. Les Lemoine ont entièrement évité mon regard. Nathalie a attrapé son verre de vin comme si elle souhaitait qu'il soit plus fort. J'ai dégluti difficilement, sentant la brûlure dans ma gorge. La Rolex emballée dans mon sac à main semblait pulser comme un poids, lourd d'un espoir qui s'échappait déjà entre mes doigts. Je voulais lui dire la vérité, annoncer à tout le monde à table combien de prêts immobiliers, de factures et de frais médicaux j'avais discrètement couverts, combien de son confort était bâti sur mon sacrifice. Mais je l'ai gardé pour moi. À la place, j'ai joint mes mains sur mes genoux et j'ai forcé ma voix à rester calme. Certaines choses valent la peine d'être célébrées, dis-je doucement, même si tout le monde ne les comprend pas. Marguerite s'est adossée à sa chaise et a souri en coin, ses yeux brillants de triomphe, comme si ma retenue était la preuve qu'elle avait gagné. J'ai senti mes ongles s'enfoncer plus profondément dans mes paumes, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction de me voir craquer. Les plats principaux sont arrivés juste à ce moment-là, des assiettes de dinde, de canard, de saumon et de légumes de saison déposés devant nous. Le serveur a versé plus de vin, inconscient du champ de bataille sur lequel il venait d'entrer. Autour de la table, le cliquetis des couverts a repris, mais la chaleur de la soirée avait été drainée. Chaque bouchée avait un goût de cendre alors que je levais ma fourchette. Je savais que la nuit était loin d'être terminée. Marguerite avait porté le premier coup en public, et le pire, je le craignais, était encore à venir. Les assiettes du plat principal ont été débarrassées, et le doux bourdonnement de la salle à manger nous a enveloppés comme un rideau derrière lequel je voulais désespérément me cacher. Ma fourchette reposait, intacte, sur le lin, mon estomac noué. J'ai jeté un coup d'œil au sac à main à côté de moi, le papier vert et le ruban argenté attendant, et je me suis dit que je pouvais encore renverser le cours de cette soirée. Peut-être que si je lui montrais ce que j'avais choisi,
elle me verrait enfin pour ce que je voulais être à ses yeux, et non la caricature qu'elle peignait toujours. Je me suis redressé sur ma chaise, j'ai lissé la serviette sur mes genoux et je me suis levé lentement. Tout le monde à table a levé les yeux. Le tintement des verres des tables voisines semblait s'estomper, ne laissant que le son de ma voix alors que je me stabilisais. J'ai un cadeau pour toi, maman. Joyeux Noël. Marguerite a incliné la tête, son sourire poli mais froid. Un cadeau, répéta-t-elle doucement, étirant les mots comme pour les savourer. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti la petite boîte emballée dans du papier vert et je l'ai posée délicatement devant elle. Le ruban chatoyait à la lueur des bougies, attirant tous les regards. Émilie s'est légèrement penchée en avant, Daniel s'est arrêté en pleine phrase, et même Nathalie s'est rapprochée, sa curiosité piquée. Pendant un instant, l'air était empreint d'une fragile anticipation. Marguerite a détaché le ruban, ses doigts délibérés, ses ongles s'accrochant au papier jusqu'à ce qu'il se déchire. L'écrin de velours est apparu, noir et luisant. Elle l'a ouvert d'un clic, et la Rolex submarinée a brillé sous la lumière. Le bracelet en acier, le cadran noir profond, le logo de la couronne reconnaissable entre tous. C'était tout ce que j'avais imaginé lui offrir. Un murmure s'est élevé autour de la table. Daniel a laissé échapper un léger sifflement avant de se reprendre. Les lèvres d'Émilie se sont entr'ouvertes, ses yeux passant de la montre à mon visage. Les cousins ont échangé des regards, leurs expressions oscillant entre l'admiration et l'incrédulité. Mais le visage de Marguerite a raconté la véritable histoire. La surprise a éclaté une fraction de seconde, puis s'est fondue en quelque chose de plus acéré, de plus cruel. Sa bouche s'est tordue en un rire, sec et cassant. « Oh, Amélie, dit-elle, sa voix dégoulinant de dédain. Une Rolex, bien sûr. » Le rire qui a suivi n'était pas joyeux. Il était moqueur. C'était le son de quelqu'un qui rejetait tout ce que j'avais essayé de donner. La table est devenue silencieuse. Les fourchettes planaient en l'air, les verres figés à mi-chemin des lèvres. Même les serveurs qui passaient semblaient sentir la tension et se déplacer plus discrètement. Et ma poitrine s'est serrée alors que la chaleur me montait aux joues. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, pour lui dire que c'était un symbole de gratitude, un rappel de tout ce qu'elle m'avait donné. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Marguerite a soulevé la montre entre deux doigts, la tenant en l'air pour que tout le monde la voie, comme si elle exposait une fraude. « Regardez ça, annonça-t-elle en secouant la tête. 15 000 €, je parie. » Elle l'a remise dans la boîte d'un coup sec, puis l'a poussée vers moi. « Tu n'es rien d'autre que mesquine. » Les mots ont plané dans l'air comme une lame. Mon souffle s'est coupé, ma vision s'est brouillée un instant. Mesquine. Le mot qu'elle avait utilisé toute ma vie. Le mot qui m'avait suivi depuis la robe verte du lycée jusqu'à chaque étape importante depuis. Elle avait choisi ce mot parce qu'elle savait qu'il blesserait plus profondément que tout autre. Les joues d'Émilie sont devenues cramoisies. Elle a rapidement baissé la tête, fixant ses genoux, ses mains crispées sur sa serviette. Daniel était assis, raide sur sa chaise, sa fourchette lui échappant des mains et cliquetant sur son assiette. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Nathalie a haleté, une petite inspiration brusque, ses yeux écarquillés d'horreur. Les Lemoine ont évité de me regarder, leur regard fermement fixé sur la nappe. J'ai senti le poids de chaque regard sur moi, pressant contre ma peau. La pièce était silencieuse, à l'exception du léger crépitement de la cheminée de l'autre côté de la salle à manger et du tintement des couverts d'étrangers qui n'avaient aucune idée de la tempête à notre table. J'ai eu envie de crier, de lui dire à quel point elle avait tort, d'étaler chaque virement bancaire, chaque facture que j'avais payée, chaque mois de prêt immobilier que j'avais porté pour elle. 240 000 € sur 4 ans, donnés discrètement sans jamais demander de remerciement. Ce n'était pas mesquin, c'était un sacrifice. C'était de l'amour. Mais les mots sont restés enfermés dans ma poitrine. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes sous la table. Ma gorge brûlait à force d'essayer de ravaler tout ce que je voulais déchaîner. Marguerite s'est adossée à sa chaise, ses yeux scrutant la pièce avec une sorte de triomphe. C'était là, le moment qu'elle attendait. Elle m'avait humilié devant tout le monde, et elle s'en délectait. Thomas s'est agité à côté d'elle, les lèvres pincées, sa main se frottant l'arête du nez. Il ne m'a pas défendu. Il ne l'a jamais fait. Les épaules d'Émilie se sont affaissées comme si elle voulait disparaître. Daniel a finalement trouvé sa voix, chuchotant à voix basse, « Maman, s'il te plaît. » Mais Marguerite l'a ignoré. J'ai fixé la Rolex qui brillait dans sa boîte, souillée maintenant, non plus un cadeau mais une arme qu'elle avait retournée contre moi. Ma poitrine s'est soulevée une fois, deux fois, alors que je forçais ma respiration à se calmer. L'air était lourd,
suffocant, m'oppressant du poids de toutes les années qui avaient mené à ce moment. Le sapin scintillait dans le coin de la pièce, les bougies vacillaient sur la table, et personne ne parlait. C'était comme si le monde entier s'était arrêté, figé dans l'ombre d'une seule phrase. Mesquine. J'y suis restée assise là, les mains tremblantes sous la nappe, et j'ai réalisé que la nuit avait enfin montré son vrai visage. La blessure qu'elle avait infligée n'était pas seulement une insulte, c'était la preuve finale de tout ce que j'avais craint depuis toujours. Rien de ce que je faisais, rien de ce que je donnais, ne serait jamais assez. Et dans ce silence insupportable, quelque chose de profond en moi a commencé à changer. Et ma chaise semblait trop petite pour le poids que je portais, alors je l'ai repoussée et je me suis levé lentement, laissant le son des pieds raclant le sol couper le silence. Tous les yeux à table se sont tournés vers moi. Je me suis tenu droite, mes mains stables à mes côtés, et pour la première fois ce soir-là, je n'avais pas peur de ce qui sortirait de ma bouche. « Tu veux me traiter de mesquine ?» dis-je, gardant ma voix égale, « alors parlons de ce que signifie vraiment être mesquin. » Marguerite cligna des yeux, surprise que j'ai parlé. Son sourire narquois vacilla. J'ai jeté un coup d'œil aux cousins, à Nathalie, à Émilie et Daniel. Ils attendaient, retenant leur souffle. Ces 4 dernières années, commençai-je, j'ai envoyé 5 000 € chaque mois à ce foyer. C'est le prêt immobilier de la maison d'Orléans. C'est l'assurance auto, les impôts fonciers, les factures médicales, et même le voyage d'anniversaire dont vous vous êtes vanté auprès de vos amis de l'église. Faites le calcul. C'est plus de 240 000 €. Discrètement, sans rien demander en retour. Sans même entendre un simple merci. Une onde de choc a parcouru la table. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent, son visage rougissant. La main de Daniel tomba mollement sur ses genoux, la bouche ouverte. Nathalie laissa échapper une respiration brusque et marmonna à voix basse, « Mon Dieu !» Un des cousins a chuchoté quelque chose à l'autre, mais leurs yeux ne quittaient pas Marguerite. Et sa peau était devenue pâle. Elle a ouvert la bouche comme pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Sa main s'est resserrée sur son verre de vin, la tige tremblant si légèrement. « Tu te tiens ici ce soir et tu te moques de moi parce que j'essaie de célébrer Noël avec ma famille, » continuai-je, ma voix gagnant en force. Tu regardes une montre et tu vois du gaspillage. Tu regardes un dîner et tu vois de l'arrogance. Mais ce que tu n'as jamais vu, ce sont les chèques qui ont maintenu cette famille à flot. Tu as laissé tout le monde croire que vous viviez selon vos moyens, alors qu'en réalité, vous viviez de mon sacrifice. J'ai senti quelque chose se relâcher dans ma poitrine, comme si des années à porter ce secret avaient été levées. Pour la première fois, je me fichais de qui le savait. Thomas s'est frotté l'arête du nez, son visage lourd de honte. Il a murmuré à Amélie mais s'est arrêté, sa voix trop faible pour continuer. Émilie a baissé la tête, incapable de croiser mon regard. Daniel s'est penché en avant, les lèvres s'entr'ouvrant comme pour dire quelque chose, puis s'est refermé. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. La pièce était silencieuse, mais je n'ai pas hésité. J'ai fait défiler jusqu'au numéro que j'avais appelé des centaines de fois et j'ai appuyé dessus. « David, c'est Amélie ?» dis-je quand mon conseiller financier a répondu. « Oui. J'ai besoin que tu annules tous les virements automatiques vers le compte Dubois, immédiatement. Prêt immobilier, assurance, paiement de voiture, impôts, tout. » La tête de Marguerite s'est redressée, ses lèvres entr'ouvertes d'horreur. « Attends. Tu ne peux pas » j'ai continué. « Et autre chose. Appelle la banque et fais-leur savoir que je ne garantirai plus la ligne de crédit Dubois, à compter de ce soir. » La ligne a cliqué alors que David confirmait. « Merci, » dis-je, et j'ai mis fin à l'appel. J'ai glissé le téléphone dans mon sac. Autour de la table, personne ne respirait. Même les serveurs semblaient avoir disparu de la salle à manger, comme si tout le restaurant était suspendu. Le visage de Marguerite était exsangue. Sa main, toujours agrippée au verre de vin, tremblait si violemment que le liquide ondulait contre le bord. « Tu n'oserais pas » chuchota-t-elle, sa voix se brisant. J'ai légèrement incliné la tête. « C'est déjà fait. » Nathalie a murmuré, presque pour elle-même mais assez fort pour que tout le monde l'entende. « Mon Dieu, Marguerite. Tu as vécu au crochet de ta fille tout ce temps ?» Les mots ont coupé plus profondément que les miens n'auraient jamais pu le faire. Marguerite a tressailli, ses yeux balayant la table, mais il ne restait plus aucun allié. Les lemoines fixaient leurs assiettes, les joues rouges d'une gêne par procuration. Les yeux d'Émilie brillaient de larmes. Daniel secouait simplement la tête, incrédule. Je me suis penché,
j'ai pris mon manteau du dossier de ma chaise et je l'ai drapé sur mon bras. Ma voix était douce mais ferme. Tu m'as traité de mesquine, maman. La seule chose mesquine ici, c'était mon espoir de pouvoir acheter ta fierté. Cette erreur est la mienne, et ce soir, elle prend fin. J'ai passé mon sac sur mon épaule, la boîte de la Rolex toujours à l'intérieur. Pendant un instant, je l'ai regardée, puis je l'ai regardée, elle, et j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance. Je me suis tourné vers la porte, mes talons claquant sur le sol point derrière moi, le silence s'est alourdi, épais de honte et d'incrédulité. Je n'ai pas jeté un regard en arrière. Ni sur le visage frappé de Marguerite, ni sur les épaules courbées de Thomas, ni sur les mains tremblantes d'Émilie ou l'expression stupéfaite de Daniel. Quand je suis sorti, l'air froid de la nuit m'a accueilli comme une marée purificatrice. La neige tombait du ciel, se posant sur mes cheveux et mon manteau. La ville brillait de lumière de Noël, des chanteurs chantaient faiblement à un pâté de maisons de là, et des rires s'échappaient d'autres restaurants où des familles trinquaient joyeusement. Mais à l'intérieur de la tour d'argent, ma famille était assise, figée dans les ruines de l'illusion sous laquelle nous avions tous vécu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids se lever de mes épaules alors que je m'éloignais dans la neige qui tombait. Et la première lettre est arrivée 3 semaines plus tard. Du papier blanc impeccable avec le sceau de la banque estampillé en bleu. Elle était adressée à la maison de mes parents à Orléans, et bien que je n'étais pas censé la voir, Émilie m'a envoyé une photo avec un message qui disait simplement « Tu savais pour ça ?» L'avis indiquait qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur prêt immobilier et que, sauf paiement immédiat, une procédure de saisie serait engagée. Mon nom n'était plus lié au compte. Le poids de ces mots était indéniable. La maison dans laquelle j'avais grandi, avec son crépi beige et ses samedis matins remplis du son de la tondeuse de mon père, leur échappait. En février, les appels ont commencé. La banque exigeait le paiement. Les cartes de crédit ont été gelées. Sans mes virements, la fragile structure qu'ils avaient construite s'est rapidement effondrée. Ils ont essayé de jongler avec les factures, empruntant d'un compte pour en couvrir un autre, mais les calculs ne fonctionnaient plus. En mars, un avis de saisie d'un huissier de justice a été scotché sur la porte d'entrée. 30 ans de propriété partis en une seule feuille de papier. Les voisins se tenaient sur leur porche, regardant les déménageurs emporter les meubles. Marguerite gardait le menton au devant eux, mais Émilie m'a dit plus tard que ses mains tremblaient en emballant la vaisselle. Thomas est resté assis en silence dans son vieux fauteuil jusqu'à ce qu'il l'emporte, puis il est resté dehors, fixant le trottoir fissuré comme un homme 2 fois plus âgé. La voiture a suivi. Sans mes paiements, il ne pouvait pas suivre l'assurance et le prêt. Ils l'ont revendu au concessionnaire pour une fraction de sa valeur, repartant dans une berline d'occasion qui tremblait à chaque feu rouge. Marguerite a commencé à donner des cours particuliers après l'école, entrant dans les salles de classe avec des piles de cahiers d'exercices, les cheveux tirés en arrière, les épaules affaissées sous la pression. Thomas a pris un emploi saisonnier pour préparer les déclarations de revenus dans un bureau de centre commercial, restant tard le soir sous des néons. Émilie m'appelait souvent pendant ces mois, sa voix teintée de frustration. Tu aurais pu éviter ça, Amélie. Tu n'avais pas à laisser les choses en arriver là. Au début, j'ai laissé ces mots me traverser. J'avais porté la famille assez longtemps. Mais quand elle a rendu visite à Orléans un week-end et a vu ses parents assis à la table de la cuisine de leur petit appartement de location, comptant les centimes pour les courses, quelque chose a changé. Elle m'a appelé ce soir-là, sa voix douce et brisée. Je pense que je t'ai jugé trop vite. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. J'ai écouté. Puis j'ai dit doucement, tu as vu ce que je voyais depuis des années. Je n'étais pas la méchante. J'étais le filet de sécurité. Son silence fut long, puis un aveu tranquille, je sais. Daniel, en revanche, m'a soutenu dès le début. Il venait souvent à Paris, apportant des croquis et séjournant dans la chambre d'amis de mon appartement. Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon surplombant la Seine, il a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que maman t'ait dit ça. Mesquine. Après tout. J'ai haussé les épaules, fixant la ligne d'horizon scintillante. Les mots ont du pouvoir, mais la vérité aussi. Il s'est adossé à sa chaise, son souffle un nuage dans l'air froid de la nuit. Je suis fier de toi. Pas seulement pour l'entreprise, mais pour t'être défendu. Personne d'autre n'aurait pu le faire. L'été, les dégâts étaient indéniables. Marguerite, autrefois si prompte à me rabaisser, a commencé à faiblir. Émilie a décrit un après-midi où elle est entrée dans la cuisine de leur location et a trouvé notre mère assise à table, la tête dans les mains, les épaules secouées. Pour la première fois de ma vie,
elle pleurait sans essayer de le cacher. Quand Émilie a demandé ce qui n'allait pas, Marguerite a murmuré à travers ses larmes, « J'avais tort à propos d'Amélie. Toutes ces années, je l'ai insultée. Toutes ces années, j'ai dit qu'elle était une gaspilleuse. C'est elle qui nous maintenait à flot. Et j'ai tout détruit avec ma fierté. » Émilie m'a raconté cette histoire des semaines plus tard. L'entendre n'a pas effacé les cicatrices, mais c'est arrivé comme une vérité attendue depuis longtemps. Ma mère, qui s'était moquée de moi en public et m'avait traité de mesquine, avait finalement craqué sous le poids de ses propres mensonges. Pendant ce temps, Thomas a vieilli rapidement. Ses cheveux sont devenus plus gris, ses épaules courbées par de longues heures au bureau des impôts. Marguerite portait un sac en toile rempli de fiches de travail, prenant les bus pour des séances de tutorat dans des quartiers qu'elle m'avait autrefois conseillé d'éviter. Il vivait plus modestement que jamais, joignant les deux bouts chaque mois. J'ai rendu visite une fois, à l'improviste. La location était simple, les murs nus. Marguerite avait l'air plus mince, ses yeux cernés de fatigue. Elle ne m'a pas grondé ni essayé de se donner des airs. Elle a simplement hoché la tête, sa voix soumise. Le dîner est sur le feu. Nous avons mangé en silence. Personne n'a mentionné la vieille maison, la voiture, ou la montre, toujours rangée dans son écrin de velours dans mon placard à Paris. Mais pour la première fois, le silence n'était pas hostile. Il était plein de choses non dites, de vérités qui s'installaient enfin. En partant ce soir-là, Marguerite s'est tenue à la porte. Elle ne m'a pas serré dans ses bras, mais ses yeux brillaient et ses lèvres se sont entr'ouvertes, comme si elle voulait parler. Finalement, tout ce qu'elle a réussi à dire fut un doux murmure, « Prends soin de toi, Amélie. » C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais jamais entendue de sa part. Et étrangement, c'était suffisant pour que je marche dans la nuit, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. 6 mois plus tard, la ville était vivante de la chaleur estivale, et je me tenais près des hautes fenêtres de mon bureau, regardant la lumière du soleil se déverser sur la Seine. L'Umipe avait grandi plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, et chaque jour, c'était comme piloter un navire plus grand que celui avec lequel j'avais commencé quelques années plus tôt. Mais mon esprit n'était pas seulement tourné vers les chiffres et l'expansion, il revenait sans cesse à l'étrange paix qui s'était installée après cette nuit de Noël. Marguerite s'était adoucie. Elle n'a jamais dit les mots que j'avais autrefois tant désiré entendre, mais il y a eu un changement. Quand Émilie m'a rendu visite à Paris en mai, elle portait un message sous la forme la plus simple, « Maman a demandé de tes nouvelles », dit-elle. Pas de l'entreprise, pas du pantouse. Elle a juste demandé si tu allais bien. C'était suffisant pour me couper le souffle. Thomas a le plus changé. Ses années de comptable l'avaient toujours défini, et après la saisie, il avait semblé plus petit, diminué. Un matin, j'ai pris la décision et je l'ai appelé. J'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance pour superviser la comptabilité interne de l'Umipe, lui ai-je dit. Je peux embaucher n'importe qui, mais je veux que ce soit toi. Au début, il a hésité, la fierté se mêlant à la honte. Mais une semaine plus tard, il s'est présenté dans une chemise repassée, un bloc-notes à la main, déterminé à faire ses preuves. Il a travaillé dur, et resté tard, et a gagné le respect de mon personnel. Le voir marcher dans le bureau avec les épaules droites à nouveau m'a donné un sentiment de clôture que je n'attendais pas. Émilie et Daniel ont trouvé leur propre leçon dans les décombres. Émilie a avoué un soir, alors que nous étions assises dans ma cuisine à boire du thé, qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point elle avait porté d'amertume simplement parce que maman lui avait servi cette version de moi. Je pensais que tu te la jouais, Amélie. Je pensais que tous les dîners et les voyages servaient à nous faire nous sentir petits. Maintenant, je sais que tu nous portais alors que nous aurions dû être reconnaissants. Sa voix s'est brisée, mais ses yeux ont tenu les miens, fermes. Daniel a tendu la main sur la table et a serré la sienne, et pour la première fois, j'ai vu mes frères et sœurs unis au lieu d'être divisés par le favoritisme de nos parents. Et la Rolex est toujours dans mon placard. Parfois, j'ouvre l'écrin de velours et je la fixe, la façon dont elle brille sous la lumière, et je ressens un mélange d'émotions. Autrefois, elle symbolisait l'espoir d'approbation, puis elle est devenue une arme retournée contre moi. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est un rappel que la valeur ne réside pas dans le prix, mais dans les limites que nous fixons et le respect que nous exigeons. Elle m'a coûté 15 000 €, mais la leçon qu'elle m'a apprise vaut bien plus. Et la vie avec ma famille n'est pas parfaite, et elle ne le sera jamais. Marguerite a toujours ses aspérités, et parfois les vieux mots lui échappent. Mais il y a une fissure dans l'armure maintenant, un endroit où le regret s'est installé. Elle ne se vante plus de vivre selon ses moyens. Au lieu de cela, elle donne discrètement des cours particuliers, économise ses modestes gains,
et quand elle me regarde, il y a moins de mépris dans ses yeux et plus de lassitude, peut-être même de la compréhension. J'ai appris quelque chose de puissant, le succès ne peut pas acheter le respect, l'argent ne peut pas acheter la gratitude, mais la dignité, une fois revendiquée, ne peut être enlevée. Je n'ai pas besoin de l'approbation de ma mère pour mesurer ma valeur. J'ai construit quelque chose de mes propres mains, et j'ai affronté la cruauté qui est venue lorsque les personnes les plus proches de moi ne pouvaient pas le célébrer. Et j'ai survécu. Alors que je me tiens maintenant dans mon appartement surplombant la ligne d'horizon, je pense à chaque femme qui a été insultée par ceux qui auraient dû être fiers d'elle, à chaque fille à qui on a dit qu'elle était trop ou pas assez. À ces femmes, je dis ceci, votre valeur ne réside pas dans leurs mots. Elle réside dans la vie que vous construisez et le respect que vous revendiquez pour vous-même.